Je suis Cécile Delettré, je suis en charge de toutes les conférences plénières. Et cette année, j'ai décidé pour cette conférence sur une expertise très spécifique qui est les insights et la data, de confier à Anne Dionysy-Fonck, qui est directrice marketing chez Michelin et Innovation. Et elle a également convié toute une équipe qui est une équipe d'experts des plus belles marques qu'elle va vous présenter tout à l'heure et qui s'affiche derrière moi. Quelques consignes avant de commencer. Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche et Anne verra sur la tablette qui est ici les questions que vous allez poser. Alors n'hésitez pas, bombardez-la de questions. Peut-être que toutes ne seront pas posées, mais en tout cas, c'est le moment de parler de tout ce que vous souhaitez. Bien sûr, ChatGPT, incontournable, les datas, le RGPD, mais aussi toutes les informations d'actualité qui vous concernent. Le salon dure 3 jours et c'est très bien que vous soyez venus en présentiel et on est ravis parce que toute l'énergie que vous dégagez dans la salle, les speakers la ressentent. Mais aussi, vous pourrez revoir les conférences, que ce soit celle-ci ou les précédentes et suivantes, sur le compte YouTube e-Marketing Paris. E-Marketing Paris va changer de nom. Donc, vous savez, il y a 2 salons simultanément. Stratégie client sur tout ce qui est relations clients, e-Marketing Paris sur tout ce qui est digital, data, insight et innovation. L'année prochaine, on change de nom, ça s'appellera All for Customer. Donc cela vous donne l'esprit déjà et nous vous donnons déjà rendez-vous à l'année prochaine. Je vais vous passer donc la parole à Anne et je vous remercie de lui faire un tonnerre d'applaudissements. À bientôt. Bonjour à tous, merci Cécile. Donc Anne Dionysy, je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui autour d'Insight into Action. Alors juste avant de rentrer dans cette table ronde, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Insight Hub, c'est un groupe, un think tank de professionnels des études, de l'insight, du marketing intelligence, du consumer intelligence, de grandes entreprises qui ont décidé il y a quelques années de se réunir. Pourquoi ? Pour un but qui était de valoriser la fonction, mais aussi d'échanger des bonnes pratiques et de partager aussi les challenges que l'on rencontrait. Donc, cette initiative a pris énormément d'essor et aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine de grandes entreprises représentant et partageant régulièrement nos pratiques au sein de Insight Hub. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire vivre une sorte de mini-atelier Insight Hub autour de la thématique Insight into Action. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter et d'accueillir Isabelle Herbert, qui est donc Isabelle Herbert-Collet, qui est donc VP Research Insight au sein de l'Innovation Group Orange. Bonjour Isabelle. Bonjour. Franck Brezou, qui est effectivement Global Consumer Market Insight Director chez L'Oréal. On l'applaudit très fort. Et enfin Valérie Seth, qui est effectivement former directeur des études chez SEB et depuis quelques semaines, mois, indépendante, conseil en innovation. Alors malheureusement, nous n'avons pas le plaisir d'accueillir Nourit, qui a un empêchement et un problème de santé. On pense très fort à elle. En tout cas, merci à tous les 3 d'être présents. Alors, nous allons démarrer notre atelier Insight Hub sur Insight into Action. Effectivement, c'est un gros challenge qu'on rencontre, c'est effectivement la capacité des insights à générer des actions au sein du business. Quelle est l'importance et quelle est la valeur des insights au sein du business? Et la deuxième question qu'on se pose régulièrement, c'est quel est le rôle de la data dans une entreprise et des organisations de plus en plus data-centriques? Quel est finalement le rôle de la data et comment il s'imbrique avec la fonction étude, la fonction intelligence et la fonction insight? Pour cela, on va avoir 3 exemples qui vont nous être partagés par chacun d'entre vous. Et on va commencer avec Orange. Alors, un événement qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les mois à venir. Je vous propose qu'on passe le film sur les JO.
Alors Isabelle, partenaire Orange, partenaire des JO 2024. On est à un événement J-500. J'imagine qu'au sein d'Orange Innovation, ça grouille d'idées. Alors comment est-ce que comment est-ce que vous accompagnez les équipes Orange Innovation dans le développement des offres connectées au service de cet événement? Alors je vais te passer le... Bonjour à tous. Merci Anne pour cette introduction. Effectivement, j'ai choisi de partager ce film avec vous pour nous faire plonger tous dans cette période enthousiasmante qui nous attend, qui se rapproche de plus en plus et que nous vivons chez Orange avec une intensité particulière, puisque Orange est le partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques, en même temps que le fournisseur officiel des JO. Et donc, ça représente un défi très important, j'en parlerai un peu plus tard, mais surtout une opportunité pour déployer notre expertise et nos capacités d'innovation au service de l'expérience des spectateurs et de tous autour du monde, aussi bien que des athlètes. Donc, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr le développement des services pour enrichir l'expérience et comment les insights ont contribué. Mais pour reprendre un petit peu les mots de notre CEO, donc c'est quand même pour revenir sur cette opportunité, Orange contribue à faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 les plus connectés et les plus responsables de l'histoire. Et c'est ça qui nous conduit, d'où l'apport de l'humain et de la réflexion sur l'expérience des clients et comment l'enrichir. Donc je vais vous raconter, je vais tenter de raconter les questions clés que l'on se pose pour développer les services qui répondront aux aspirations des spectateurs. Hop, marche pas. Marche pas ce truc. Vous pouvez passer à la slide? Tu as réussi à faire passer ça? Ah si, ça y est. Oula, non, évidemment. Alors, un petit tour d'horizon mis en perspective malgré tout. L'impact des jeux pour Orange, j'en ai parlé, c'est énorme, mais il y a quelque chose de complètement novateur. C'est la première fois qu'Orange est le seul opérateur télécom qui est choisi pour mettre la connexion entre 900 événements sportifs, 120 sites officiels, 15 000 athlètes et 4 milliards de spectateurs dans le monde. Donc bien sûr, c'est le défi des réseaux, et là-dessus, Orange a une grande expertise. Et par ailleurs, on a une grande expérience aussi de la relation avec le sport. Donc ce n'est pas non plus un défi impossible, c'est juste l'ampleur du défi qui est important à prendre en compte. Vous connaissez tous évidemment Roland-Garros, le Tour de France. En Afrique, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, sur laquelle on est impliqué depuis très longtemps. Et donc c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment une pratique. Ce qui est intéressant aussi cette année, enfin en 2024, c'est qu'il y aura des services aussi pour le COJO, pour relier les gens qui travaillent à l'organisation des Jeux, en plus des spectateurs et du public. Donc, vous l'avez bien compris, on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de réseau, on parle d'innovation, mais pas toujours en pensant aux clients. Alors, nous, l'équipe Inside, les équipes Inside, car elles sont nombreuses, mais en particulier quand on travaille sur l'innovation, nous avons très souvent ces questions. On travaille avec des développeurs produits qui n'ont pas toujours le réflexe de réfléchir client. Donc, on s'est pas amusé, mais disons, on s'est dit, c'est le moment de poser la question de façon spontanée et avec évidemment quelques petits appuis pour réfléchir tout un chacun dans 5 pays d'Europe sur qu'est-ce que c'est que l'innovation pour vous. Eh bien, tous nous répondent, il s'agit de rendre notre vie meilleure. C'est pour améliorer la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que, et bien évidemment, ça se décline avec des nuances et des expressions qui varient selon les gens et avec des degrés de priorité différents. Les jeux et le divertissement prennent une place très importante dans ces aspirations sur l'innovation.
Au total, il y a 8 types d'aspirations que nous avons nommées, mais il y a un point extrêmement important aussi sur le côté environnemental et sociétal. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et qui croise les aspirations, enfin du moins les engagements d'Orange avec les Jeux Olympiques, car vous n'êtes pas sans savoir que ces Jeux de 2024, Paris 2024, sont vraiment souhaités pour être, et designés pour être les plus responsables possibles. Donc vous vous demandez, évidemment, les services, on m'a parlé des services innovants, comment les Insights y ont contribué, parce que c'est bien beau tout ça, mais en gros, c'est quand même un parcours qui a démarré cet été pour assister nos collègues de marketing et design, donc l'entité dans laquelle on est, où il y a beaucoup de monde, et où il y a comment dire, les idées ont littéralement fusionné, aussi bien de l'interne, un concours interne a été organisé, mais par ailleurs un challenge de start-up. Nos collègues d'une autre entité qui s'appelle Orange Events, qui sont vraiment les spécialistes de mettre en place ces réseaux et de travailler avec les émetteurs, les diffusions, etc., ont aussi des demandes et des besoins. Donc, vous comprenez bien que caser la dimension insight dans tout ce sujet est une collaboration de tous les moments et doit être agile, relativement peu coûteuse parce qu'on ne sait jamais où on va et qu'il y a une quantité d'idées importante et par ailleurs aboutir aussi à petit optimiser la sélection des idées et bien sûr assister le développement des concepts de services choisis pour arriver à une vraie livraison à l'été 2024. Donc un petit zoom sur le challenge de start-up qui a eu lieu à l'automne. Nous avions travaillé, je vais l'expliciter un peu plus tard, sur la connaissance des spectateurs et tout au long, nous avons identifié beaucoup d'insights pour aider à progresser dans ce choix et cet accompagnement des équipes. Donc un petit zoom sur la première étape, c'est avant tout connaître les fans de sport et le public des JO. Parce que bien évidemment, le public des JO, ça va au-delà des fans de sport. Il y a des gens qui se déclarent intéressés par les Jeux Olympiques. On imagine, on avait ce chiffre l'été passé, donc par exemple en France, plus de 50% des gens en juillet 2022 se déclarent intéressés par les JO. On imagine que ce chiffre va augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Et pour reprendre notre collaboration sur cette première phase, ce que je voulais souligner, c'est l'importance de croiser différentes sources. On le sait aujourd'hui, et dans notre collectif d'Insights Hub, on en parle souvent, l'hybridation des données est capitale, et tout simplement la recherche et l'identification, tout ce qui est sourcing des types de données est capital. Et c'est ce que nous avons fait dans mon équipe, en s'inspirant d'abord d'une typologie américaine sur le sport, une typologie de clients, de public, croisée avec des données issues de Global Web Index, une source multinationale très intéressante et très importante avec laquelle on travaille beaucoup, pour finalement répondre aux questions, quelle population est intéressée, quelles sont leurs attentes, quel est leur niveau d'interaction avec le sport en général et avec les JO. Il faut se projeter, parce qu'évidemment, les gens, tant qu'ils ne savent pas encore la période des JO, on peut se baser que sur l'interaction avec d'autres types de compétitions. Heureusement pour nous, il y a eu le Qatar il n'y a pas longtemps, et donc ça nous apporte quand même aussi une forte expérience. Et puis il y a de toute façon autour du monde toujours beaucoup de choses. Ce qu'on souhaite aussi, c'est comprendre comment enrichir, comment augmenter l'expérience. Donc là-dessus, les gens ne savent pas se projeter, mais il faut partir de ce qu'ils font déjà pour chercher des informations sur leur smartphone, pour aller regarder des replays, toute cette dimension dans laquelle les services connectés de 2024 avec la 5G optimisée vont vraiment franchir une marche. Comment aussi assister les touristes, donc le public un peu plus généraliste, qui sont peut-être moins fanatiques du sport, mais qui vont avoir beaucoup d'intérêt pour la France, pour comment on se rend sur les sites, que faire dans les fan zones, comment occuper le temps quand il y a une personne ou deux personnes fanas du sport, mais le reste, il y a des jeunes enfants. Donc il y a tous ces éléments. Et puis un point avec un zoom particulier sur les coureurs. Qu'est-ce qui les séduit puisque Paris a lancé le marathon pour tous, et donc Orange est sponsor particulièrement du marathon connecté. On aura un petit exemple à la fin.
Alors, en vous donnant juste un petit aperçu de ce qu'on a fait pour mieux comprendre les fans des JO et du public, nous avons créé des personas, donc l'outil assez classique, mais qui représente toujours un petit challenge pour saisir les bonnes dimensions. Donc, ce qu'on a choisi comme dimensions et qui sont montrées dans ces portraits, donc c'est d'une part le niveau d'implication avec le sport, à la fois en auto-déclaré et sur un certain nombre de critères du style j'assiste à des compétitions, que ce soit en réel ou via les écrans, et d'autre part leur interaction digitale. Donc justement, est-ce que je vais chercher des infos, comment je fais avec les écrans, en lien avec le sport. Donc nous avons abouti à 6 profils que vous voyez représentés sur le graphique. Comme vous imaginez, en orange, les super fans et les connected fans. Quand on dit fans, c'est tous les gens intéressés, hein, ce n'est pas forcément les fanatiques au sens français. Donc ceux-ci représentent la cible la plus intéressante pour les innovations dans les services d'Orange. Mais malgré tout, on ne peut pas ignorer les casual connected fans, ceux qui, aujourd'hui, sont un petit peu entre deux, ils aiment bien, ils sont intéressés, mais ils sont plus... c'est occasionnel. Mais évidemment, quand ceux qui choisiront d'aller sur les jeux, on va pouvoir développer des choses intéressantes avec eux. Et donc, c'est tout ce qui a permis d'orienter nos collègues du marketing et design pour choisir les services, les développer et qui sont absolument encore en cours. Donc évidemment, on parle de Insight into Action. Aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler les services qui seront réellement disponibles qu'à partir de juillet 2024. Il y a quand même quelques petits aperçus dont certains seront montrés en avance. Et comme application, je voulais juste citer le fait que, par exemple, nous avons identifié certains sports qui sont peut-être moins médiatisés, comme le basket, le handball, et quoi d'autre encore, oui, l'escalade, qui séduisent énormément les jeunes. Ça tombe bien, ce sont aussi les personnes les plus intéressés et qui expérimentent déjà tout ce qui est réalité virtuelle, le métaverse, donc des opportunités autour des jeux vidéo, des jeux de la réalité virtuelle qui concernent cette génération et sur ces sports-là. D'autre part, là, je vous ai mis 2 expériences, 2 idées de services qui sont en train d'être développées pour contribuer à offrir une expérience sur les écrans enrichis. Quand on dit écran, c'est aussi bien derrière la télé que tout simplement pendant que vous suivrez une compétition en réel. Donc les vrais fanas dans les stades ou en train d'admirer les coureurs, que ce soit cyclistes. Donc souvent, on va chercher des infos sur les équipes ou sur les athlètes, leurs records, d'où viennent-ils, quel est leur cursus. Et donc, en fait, ça arrivera directement et de façon personnalisée en live, pendant qu'on suit les matchs ou les compétitions. Et il y aura aussi la possibilité pour toutes les équipes qui travaillent à la technologie pour diffuser sur les écrans dans les stades ou dans les fan zones, de choisir certains types d'infos. Donc ça apporte vraiment une nouvelle dimension. Le deuxième exemple, et ça j'ai vraiment encore de la peine à me représenter moi-même, on me l'a promis mais je n'ai pas encore vu la réalité, c'est différents angles de caméra qui sont vraiment facilités par la 5G, qui veut dire que les caméras peuvent se déplacer sans des gros fils et des grosses machineries. Du coup, pour prendre au plus près des coureurs, par exemple le coureur cycliste, ou au plus près des footballeurs, par exemple le gardien de but, les spectateurs vont pouvoir vivre exactement comme s'ils étaient eux-mêmes le gardien de but ou le cycliste, comme la caméra est placée près du guidon ou tout près du gardien de but, avec différents angles. Donc de nouveau, soit c'est le choix du broadcaster, de l'émetteur, ou soi-même lorsqu'on se balade sur les tablettes. Donc c'est quelques petits exemples, parce que quand on dit enrichir l'expérience, parfois on a un peu de mal à se dire à quoi ça ressemble. Et donc, petit challenge, la dernière illustration, c'est comment on va pouvoir vivre le marathon connecté, non seulement en réel, en courant, mais si vous n'êtes pas un énorme sportif, vous aurez aussi la possibilité de vivre les mêmes émotions. Et donc, il y a un petit film très court que je vais demander au studio de lancer.
Isabelle, merci. Donc on pourra vivre les JO comme si nous étions dans la peau des athlètes finalement, hein, en Absolument. compétition. Hein. Donc on sera au plus proche. On a hâte de vivre et de découvrir toutes ces nouvelles innovations que les équipes vont développer dans les prochains mois. Merci pour ce partage très intéressant où on voit bien les insights et la capacité que vous avez eue et que vous avez en ce moment à accompagner les équipes sous un mode agile et itératif pour développer ces nouvelles offres. Alors, sous un tout autre registre, Franck, sur l'univers de la beauté et des cosmétiques, quel est le rôle des insights et de tes équipes, finalement, dans la capacité à dénicher les tendances et puis surtout aussi à accompagner les équipes marketing, innovation, recherche et développement pour identifier de nouvelles sources de business? Je crois que tu as 2 exemples à nous partager. Oui, alors il y a 2 exemples que je vais vous montrer. Au-delà d'opportunités business, ce sont 2 exemples qui s'inscrivent dans la mission qu'on s'est donnée chez L'Oréal. Create the beauty that moves the world, donc créer la beauté qui fait avancer le monde. La beauté, c'est un secteur qui fonctionne énormément à l'innovation. Ça bouge très vite, c'est un marché qui est très granulaire, il y a énormément de marques et il y a des marques qui apparaissent quasiment tous les jours. Il y a de l'innovation scientifique et il y a de l'innovation consommateur. Et on regarde dans les 2 directions, donc on travaille avec les scientifiques pour traduire ce qu'eux découvrent en concept qu'on apporte à nos consommateurs, en produits, en solutions, en services. Et puis on essaye de décoder aussi ce qui émerge, ce qui bouge dans la vie des consommateurs et de solliciter nos équipes en amont, notamment la recherche, pour trouver les solutions adéquates. Donc les 2 exemples que je vais vous montrer s'inscrivent dans cette mission de faire avancer le monde, parce qu'au-delà des opportunités business, on veut vraiment prendre des engagements sur des faits de société et des challenges aujourd'hui qui sont posés à la société. Donc le premier sujet, en fait, il est lié à l'anxiété. On sait que l'anxiété, c'est un phénomène qui est grandissant. Le Covid a beaucoup accéléré. Mais déjà avant le Covid, c'était un phénomène, hélas, très, très présent. Je crois que l'OMS, déjà, il y a 6 ou 7 ans, avait considéré que l'anxiété serait le problème numéro 1 de santé en 2030. On y est, clairement. Toutes les études montrent que la santé mentale est la première préoccupation de santé aujourd'hui partout dans le monde, et ça a grandi très vite. C'était peut-être encore numéro 2 derrière le Covid, mais voilà, le Covid, heureusement, régresse. Mais la santé mentale, par contre, progresse dans les préoccupations. Et il y a en particulier des problèmes d'anxiété liés à l'apparence. Et c'est un phénomène qui est massif également. On a mesuré qu'il y a 20% des gens dans le monde qui sont anxieux par rapport à l'apparence, souvent ou tout le temps. Donc pas seulement de temps en temps, vraiment souvent. Et quand on regarde les plus jeunes, les Gen Z, que forcément tout le monde regarde beaucoup, en fait c'est un Gen Z sur 3 qui est anxieux en permanence par rapport à son apparence. Vous avez là, entre guillemets, un exemple de citation assez frappante et assez préoccupante. Des gens qui peuvent nous dire c'est pas facile aujourd'hui de se regarder dans le miroir tous les jours et de souhaiter que sa peau ne nous appartienne pas. Cette anxiété liée à l'apparence, elle a été accélérée par plusieurs phénomènes. Il y a tout d'abord la vidéoconférence, donc on passe notre temps sur Zoom, sur Teams, et donc on est confronté en permanence à son propre visage. Et donc ce reflet en permanence forcément pose des questions et soulève cette anxiété. Il y a le phénomène des social media avec la comparaison permanente, l'usage des filtres. Donc là, il y a aussi beaucoup de marques qui essayent de prendre des initiatives sur le sujet pour lutter contre cet usage des filtres à tout va. Et puis il y a les procédures esthétiques. Et dans certains pays, en fait, ça explose mondialement. Mais alors, on sait qu'aux États-Unis, bien sûr, c'est le premier marché. En Chine, ça va extrêmement vite. Et il peut y avoir aussi une dérive par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des populations, et notamment des jeunes, qui vont avoir recours à énormément d'interventions esthétiques, donc qui peuvent faire des injections toutes les semaines. Donc tout ça participe à cette anxiété liée à l'apparence. Donc on a besoin, nous, de décoder ce que ça veut dire, et comme on est leader de la beauté, forcément on se pose la question de notre responsabilité dans cette question de l'anxiété liée à l'apparence.
Donc pour ça, on a besoin de décoder ce qui se passe dans l'esprit de nos consommateurs. Côté CMI, Consumer and Market Intelligence, on se heurte à quelques problématiques pour creuser ce phénomène. On ne peut pas forcément utiliser des méthodes classiques d'études qualitatives ou même quantitatives sur des échantillons assez larges pour plusieurs raisons. La première raison, c'est liée à GDPR, c'est l'anxiété, ça peut être considéré comme une donnée sensible, ça peut être une donnée de santé. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on capte cette donnée en interrogeant des gens. Et la deuxième limite, c'est une limite que nous, on se met d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que si on a des gens qui sont vraiment anxieux, on ne veut pas prendre le risque, en les interrogeant, de les mettre encore plus face à leur anxiété et de les laisser encore plus mal après l'interview qu'avant. Donc ces méthodes-là, en fait, on n'y a pas vraiment accès. Par contre, on a la puissance de la data et de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et les gens se livrent beaucoup sur ce phénomène. Donc on a fait une analyse sur 3 pays qui sont pour nous des pays un peu importants, un peu phares dans l'univers de la beauté. Donc on a regardé sur les États-Unis, sur la France et sur la Chine, et on a regardé les conversations qui mêlent à la fois des termes sur la beauté ou les produits de beauté, les cosmétiques, et sur l'anxiété, la tristesse, voilà, des phénomènes assez lourds. Donc très facilement, on a accès à plus de 4 millions de conversations. La question qui se pose, c'est comment on analyse ces 4 millions de conversations et qu'est-ce qu'on en fait pour ensuite pouvoir apporter des solutions à ces personnes. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec une société qui s'appelle SemantiWeb, qui nous a aidé à décoder de ces 4 millions de conversations 12 personas. Et donc on revient aussi à cette logique de personas dont parlait Isabelle. Et chacune en décrivant précisément quels sont leurs besoins fonctionnels en beauté, quels sont leurs besoins émotionnels, comment ils se sentent, sur quel réseau ils parlent, de quoi ils ont besoin, quels sont leurs sentiments. Donc on a 12 personas assez emblématiques et sur lesquels il y a vraiment des insights particuliers sur lesquels on peut faire réfléchir nos équipes. Le second step qu'on a fait pour aller un peu plus loin, c'est qu'il fallait donner vie à ces personas. Et c'est là qu'on est revenu aux réseaux sociaux et qu'on a essayé d'incarner ces 12 personas à travers des vidéos qui étaient partagées par des gens qui peuvent être assez emblématiques de ces portraits. Donc là, on vous montre deux exemples. Alors, par contre, il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Donc en fait, là, c'est une jeune femme qui illustre pour nous un persona qui est l'acné adulte et qui peut avoir un vrai impact sur la qualité de vie. Donc c'est une personne qui livre en fait vraiment sa vie quotidienne. Et c'est des choses qui sont très importantes pour nous parce que on peut avoir on travaille sur la peau, la connaissance de la peau, la connaissance des cheveux. On a une approche qui est avant tout fonctionnelle de ça. On regarde la peau comme un organe, on essaye de comprendre comment elle fonctionne et d'apporter des solutions scientifiques. Mais l'intérêt de revenir à ce matériau, c'est de voir vraiment le vécu des gens et donc comment ils vont aussi se comporter par rapport à leur alimentation, comment ils vont sortir ou pas de chez eux, se dissimuler parce qu'ils ont peur de montrer leur acné. Et donc ça pousse aussi à inventer ou rechercher des solutions qui vont aller au-delà du simple bénéfice fonctionnel qu'on va apporter sur la peau et de vraiment mieux prendre en compte leur qualité de vie. Et je vais montrer le deuxième exemple qui est aussi sur l'acné. Et donc là, c'est une jeune femme aussi aux États-Unis qui montre qui parle de toutes les remarques qu'elle peut avoir de son entourage et à quel point ça peut être difficile à vivre et à quel point elle est vraiment en désespoir pour trouver la bonne solution. Donc, ça nous aide à comprendre vraiment s'il y a des opportunités produits qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites. Il y a beaucoup de gens qui vont parler, par exemple, de la difficulté de se maquiller quand on a beaucoup d'acné. Donc, ça peut pousser à l'innovation produit, mais ça peut aussi montrer comment mieux accompagner ces gens et les aider un peu plus dans leur qualité de vie.
Le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, il est sur une toute autre génération que celle qu'on voyait là. Il est sur les boomers. Et les boomers, donc pour nous, c'est plutôt la génération 65 à 75 ans. Et c'est un mot qu'on aime bien chez L'Oréal. Donc on n'est pas du tout dans l'expression OK boomer, un peu caricaturale. On assume ce mot. On a même créé un Boomer Innovation Center pour vraiment travailler sur les besoins spécifiques de cette génération. Et c'est extrêmement nécessaire en interne d'avoir ce centre d'innovation, puisqu'il y a beaucoup d'idées caricaturales, d'idées reçues sur cette cible. Spontanément, en interne, c'est vrai que les gens sont très focalisés sur les Gen Z. Voilà, on sait que c'est un des leviers majeurs aujourd'hui du business cosmétique, du business du luxe. Mais la réalité des chiffres aujourd'hui du business, c'est que les gens qui ont plus de 60 ans, plus de 65 ans, représentent énormément d'usages. Donc c'est une cible dont on doit absolument tenir compte. Et les gens imaginent beaucoup de choses en fait sur ces boomers. Donc il y a beaucoup d'idées caricaturales qui circulent. Vous avez là à gauche des exemples de communication qui existent en fait pour apparemment adresser une population senior. Et donc soit vous avez des personnes qui sont en position d'assistance, d'avoir besoin d'aide, soit des positions un peu caricaturales, donc des gens qui vont faire du sport à outrance. Vous avez Iris Apfel qui a plus de 90 ans, qu'on a énormément vu sur des marques de mode très extravagantes, etc. Mais tout ça, ça ne représente pas vraiment la génération qui aujourd'hui a 70 ans. Donc on a fait beaucoup d'interviews ethno pour aller interroger ces personnes et comprendre vraiment quels étaient leurs besoins et les représentations. Et elles ne ressemblent pas du tout à ça. Et donc, on est revenu vraiment à montrer des vidéos de consommateurs, que je ne partage pas là avec vous pour les questions de GDPR, mais c'était des interviews chez eux, et on a vu des femmes qui ne ressemblaient pas du tout à ces portraits, et qui étaient des femmes qui avaient toujours les cheveux colorés, longs, très engagées dans la beauté. Et le deuxième phénomène que vous voyez sur la droite, c'est aussi un biais qu'on peut avoir sur la data accessible, là, sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est une génération qui est moins présente sur les réseaux sociaux que les plus jeunes, même si le Covid a énormément accéléré les usages online de cette génération. Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est par exemple une tendance d'assumer ses cheveux gris ou blancs, qui est une vraie tendance. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une tendance de cette génération. C'est plutôt une tendance plus jeune. Et en interne, donc les gens peuvent imaginer que pour parler à des gens de 70 ans, il faut montrer des gens qui ont les cheveux gris, blancs et courts. Et en fait, ce n'est pas du tout le besoin de cette génération. Donc on est revenu vraiment à l'humain. Et là, on s'est dit, comment on décode, comment on dépasse le biais de cette data. Et donc on a fait beaucoup d'ethno, on a rencontré des femmes vraiment chez elles, et pour comprendre, là vous avez des exemples qui ne sont pas des exemples des consos qu'on a interviewés, mais qui leur ressemblent, de femmes qui, vous voyez, n'ont pas du tout les cheveux gris, blancs et courts, qui peuvent être extrêmement engagées dans la vie, plein d'activités. Je peux vous dire que c'est même très difficile de faire des ethnos avec ces femmes parce qu'elles ont un emploi du temps surchargé. Et un exemple de génération, de citation assez emblématique qu'on a entendu de cette génération. I'm never limited because I'm a free spirit. C'est une génération qui a été à l'avant-garde de plein de combats, qui s'est toujours battue et qui garde cette modernité. Donc ce que nous a permis cette approche, c'est de dépasser les biais qu'on pouvait avoir sur la data, de revenir vraiment à de l'humain et de montrer en interne, là aussi via des vidéos, via des témoignages de personnes, le côté humain, et d'avoir un vrai impact en interne. Je peux vous dire qu'on galérait souvent à placer des réunions avec les gens qui nous disaient « bon, les seniors, ok, je préfère travailler sur les Gen Z ». Et une fois qu'on avait montré ces vidéos, je peux vous dire qu'ils avaient extrêmement envie de travailler sur cette cible. Et donc, en résumé, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de croiser les perspectives. On parle toujours de connect the dots. On ne peut pas se restreindre à une source. On voit que la data, elle peut être extrêmement présente, extrêmement utile, mais elle peut aussi avoir des biais. Donc, il faut en permanence qu'on prenne ce recul par rapport à la data et se dire qu'est-ce qu'elle veut dire, quelle est la source de cette data, et au-delà de la data, se dire on regarde l'humain. Merci Franck, merci pour ce témoignage. On voit comment vous avez identifié les personas à partir des réseaux sociaux. Vous avez utilisé la masse d'informations, mais aussi la puissance de ces vidéos qui arrivent finalement à transmettre des émotions, à des utilisations aussi internes. Bravo pour ça. Alors, notre dernier partage d'expérience avec Seb. Donc Valérie, quand tu étais chez Seb, je sais que quand toi on parle d'insight into action,
c'est plutôt le ROI, hein, c'est le Return on Investment, c'est le retour sur investissement. C'est quoi? Au travers d'une communauté de femmes, tu as réussi à démontrer effectivement la fiabilité, effectivement, la capacité à démontrer la valeur business de nouveaux concepts grâce aux insights. Ouais, raconte-nous. Exactement. Bonjour à tous. Effectivement, il me revient l'honneur de fermer le bal après les exemples inspirants d'Orange et de L'Oréal. On va parler d'un troisième leader mondial, le groupe SEB, qui effectivement... le groupe SEB, pour ceux qui penseraient qu'ils ne le connaîtraient pas, c'est le leader mondial du petit équipement de la maison. C'est un portefeuille incroyable de marques présents dans plus de 150 pays. Donc c'est Tefal, Groupe Rowenta, Moulinex. Donc oui, vous êtes tous clients aujourd'hui du groupe SEB, puisque vous avez tous au moins une poêle Tefal à la maison. Donc, dans cette thématique Insight into Action et comment rendre les insights opérationnels et toujours plus proches du business pour contribuer au développement de l'organisation, j'ai choisi de vous parler d'un outil pépite que l'on a mis en place il y a 7 ans maintenant et qui s'appelle SEB & You. SEB & You, c'est une Digital Insight Community, c'est-à-dire que c'est une communauté de consommateurs engagés autour de nos marques, autour de nos produits et qui se rendent disponibles pour contribuer aux réflexions autour de l'innovation et autour de thématiques de communication, enfin toutes les questions sur lesquelles l'avis du consommateur pourrait nous permettre d'accélérer et d'être toujours plus consumer-centric. Donc SEB & You concrètement, elle a été conçue, c'est une communauté qui a été conçue il y a 7 ans en partenariat avec la société Alida, anciennement Vision Critical, et qui aujourd'hui rassemble 5000 membres à travers la France et l'Allemagne, et donc qui sont des consommateurs, donc qui sont tout à fait bénévoles pour travailler avec nous et être au plus près de nos décisions business, et qui contribuent, qui co-créent avec nous, qui réfléchissent et qui sont vraiment au cœur, au centre de notre réflexion stratégique sur notre politique d'innovation. Donc SEB & You, c'est effectivement l'incarnation d'une approche consumer-centric. C'est vraiment comment replacer, encore une fois, toujours le consommateur au plus près des décisions, au plus près de la réflexion stratégique. Alors, pourquoi cet exemple-là ce matin? C'est parce que cet outil a permis à l'équipe Consumer Insight que j'avais la chance de diriger à la fois de transformer, de révolutionner la façon dont on travaillait les études marketing en interne, voilà, on va voir de quelle façon, mais aussi de transformer notre image, la posture et le rôle que l'on nous attribuait en interne. Et on sait que pour les gens des études, de l'insight, avoir un rôle toujours plus près du business, toujours plus contributeur est évidemment une attente clé. Alors, pourquoi ça a transformé notre façon de générer des études, de travailler les études marketing, puisque aujourd'hui, avec une communauté, une Digital Insight Community, vous pouvez réaliser, internaliser, en tout cas c'est le cas de la communauté de SEB, vous pouvez internaliser jusqu'à 50 études, 50 activités par an. Donc c'est 50 études qui sont réalisées sans coût réel supplémentaire, puisque le coût incrémental de chaque étude est à peu près nul, puisque les équipes, tout est internalisé, les équipes sont donc dédiées à la mise en œuvre et à l'analyse de ces activités. On parle beaucoup d'immédiateté, de temps réel, de conversation instantanée avec nos consommateurs. C'est une Digital Insight Community, c'est aussi une façon d'être en conversation avec eux, d'être vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'interaction, du conversationnel, plutôt que de l'enquête. Je vous interroge, je réfléchis, et puis après je livre des résultats. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus interactif, et ça aussi, ça modifie la façon de traiter des études marketing en interne. Aujourd'hui, on peut annoncer aux équipes marketing, au top management, de leur fournir des premiers résultats en 48 heures, s'ils le souhaitent, et si la prise de décision doit être rapide.
Donc c'est du temps réel, c'est des milliers de conversations, de posts, d'échanges avec nos consommateurs. Donc encore une fois, on est vraiment sur quelque chose qui intègre le consommateur, le client au centre de notre réflexion. Et puis, last but not least, le ROI de cet outil. Aujourd'hui, en internalisant à moindre coût, donc plus de 50 études par an, on a calculé qu'on était à plus de 3 millions de savings en quelques années, des savings que l'on n'a pas dédiés à des agences. Ça ne veut pas dire qu'on a tout internalisé sur la plateforme et sur la Digital Insight Community, pas du tout. C'est qu'on a pu faire plus avec moins et qu'on a pu générer un grand nombre de savings. Et ça, évidemment, c'est le genre de ROI qui parle très clairement à une direction générale. Vous pouvez l'imaginer facilement. Alors, pour poursuivre sur les bénéfices de la communauté et sur la façon de travailler donc, les études marketing, on vient de le voir, plus d'efficacité, plus de rapidité avec un coût réduit. Le deuxième élément, c'est l'engagement. On est encore une fois sur quelque chose qui est davantage de l'ordre de la conversation. On intègre le consommateur dans notre processus de réflexion, dans notre processus de décision. Et finalement, on est dans une relation qui est plus une relation où la marque profite un peu de l'avis du consommateur, ou en tout cas se sert de l'avis du consommateur. On est vraiment dans une relation avec lui où c'est une relation qui est gagnante-gagnante. C'est-à-dire que lui aussi a un intérêt, a un bénéfice à venir converser autour de nos marques, à donner son avis, à tester des nouveaux produits, ce qu'il préfère évidemment, à tester des nouveaux produits. Donc on est sur quelque chose qui est vertueux en termes de relations, d'engagement de nos consommateurs. Et on a des normes d'engagement de cette communauté-là, donc Seb & You, au-delà des benchmarks donc, qui nous ont été fournis par Alida. Ensuite, donc, parmi les avantages toujours et la façon donc, de transformer notre façon de travailler les études marketing et puis transformer notre posture aussi, notre rôle en interne, on a une pépite dans la pépite qui est la démonstration que l'on a pu faire sur le fait que notre communauté était prédictive du futur business des produits du groupe Seb. Alors quand je dis ça, comment ça s'explique concrètement ? En fait, depuis le démarrage de cette Digital Insight Community, parmi les activités que l'on a choisi de proposer à nos consommateurs, il y a les tests d'usage à domicile. C'est-à-dire que pour chaque lancement majeur, qui sont proposés par les marques du groupe, nous offrons l'opportunité à une trentaine de membres de la communauté de tester en avant-première l'innovation. Donc c'est un test d'usage à domicile comme ça se fait dans beaucoup de marques, sauf que là c'est fait auprès de notre communauté. Et on a donc immédiatement des retours sur l'appréciation avant usage, l'appréciation après usage, et ce pendant toute la vie du produit pour des logiques de qualité ou d'appréciation. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est une corrélation statistiquement valable entre la note que l'on obtient en satisfaction globale sur notre communauté avant lancement et la future note Amazon. Et ce, d'un point de vue quantitative, c'est une corrélation entre la note que l'on obtient et la note d'Amazon, et puis qualitative, c'est-à-dire ce qui ressort comme point d'ancrage de la satisfaction ou comme éventuel axe de retravail du produit, ressortent également de la même façon sur Amazon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équipe Insight est capable de garantir aux équipes marketing, s'ils ont plus de 8,2 par exemple en satisfaction globale sur la communauté avant lancement, et bien qu'ils auront le Graal attendu, à savoir plus de 4 sur 5 en note Amazon. Et ça, effectivement, ça modifie la perception qu'une organisation peut avoir de votre contribution, puisqu'aujourd'hui, cette communauté est perçue comme un outil clé, central de validation de nos innovations. Et c'est aujourd'hui un process qui est devenu non seulement incontournable, mais obligatoire. Et donc, ça participe évidemment à la façon, au rôle, à la contribution des équipes Insight au sein de l'organisation.
Voilà, pour terminer, donc, sur cet outil, sur ce type d'outil qui a révolutionné notre façon de traiter les insights en interne, on l'a vu, c'est une relation gagnant-gagnant. J'insiste là-dessus parce que, en fait, on est quand même à une période où on parle beaucoup du respect du consommateur, de l'écoute, de la responsabilité sociale que l'on peut avoir dans toutes nos actions. Le fait de recueillir l'insight tout en ayant une approche qui soit délibérément gagnante-gagnante et avec une vraie écoute et respect du client et du consommateur, c'est évidemment une approche qui semble extrêmement vertueuse et promise à un avenir extrêmement intéressant. Optimisation, modernisation de nos pratiques, vous l'avez compris, efficacité, rapidité, moindre coût, ce qu'on nous demande à tous. On devient aussi un acteur clé de l'écosystème digital. Et donc ça, c'est important aussi que les équipes Insight opèrent leur transformation au même titre que les autres départements de l'organisation. Et puis, on est toujours plus proche et prédictif du business. Voilà. Merci Valérie, merci pour ces exemples riches, tous les trois, avec différents angles, hein, que ce soit au niveau de la prospective, des tendances, mais aussi sur l'accompagnement des équipes innovation et puis sur le ROI, la capacité à démontrer l'apport business de ces techniques. Donc finalement, une fonction qui s'est adaptée, qui utilise beaucoup de données, mais aussi l'écoute du client, le côté humain, les réseaux sociaux, les communautés. Mais finalement, comment se positionne la fonction par rapport à la data? Comment est-ce que chacun d'entre vous travaille la data dans votre organisation et au sein de votre métier? Franck ou Isabelle? Moi, je voulais juste positionner, si tu me permets, Anne, avant de laisser Franck, qui est vraiment un grand expert, je voulais juste rappeler qu'en termes de métier, et ça fait un certain nombre d'années que je le pratique, ce métier que j'aime beaucoup, finalement, la donnée, c'est très hype à l'heure actuelle de parler de data, mais c'est quelque chose que cette fonction qui a une définition plus large que tout simplement étude, vous l'avez bien compris, ça va aussi bien on l'appelle Insights, Analytics et Data, et il y a plein d'autres noms comme CMI, Marketing Intelligence. Globalement, c'est quelque chose qu'on a toujours connu. C'est la source de notre compréhension de notre métier, etc. La vraie transformation qui s'est opéré déjà depuis une quinzaine d'années, c'est le digital. Parce qu'en fait, la réalité, c'est la quantité de données et la rapidité d'accès. Et donc, du coup, aussi, la complexité. Donc, en fait, avec cette donnée digitale accessible plus rapidement et dont les sources se multiplient, c'est à la fois un challenge, parce qu'il y a un peu une confusion en termes de robustesse ou en tout cas validité de certaines sources de données pour les exploiter dans un sens de comprendre l'humain et accompagner le business. Et par ailleurs, bien sûr, une opportunité. Et je laisse la parole à Franck qui sait parfaitement démontrer ce point-là. C'est vrai que chez nous, la data est très très importante. Il y a une grosse structuration chez L'Oréal de la data qui a commencé, je pense, il y a à peu près 3 ans. Donc on est vraiment aussi dans cette ambition d'être une entreprise beauty tech. Et d'un point de vue CMI, il y a beaucoup de data auxquelles on a accès ou qu'on recueille. Et cette data est aussi de plus en plus absorbée en interne. L'enjeu, c'est de pouvoir construire des use cases assez différents, de mettre en regard, de confronter des données de sources différentes, donc de travailler un peu plus sur notre ROI, etc. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui on va pouvoir faire, qui n'était pas vraiment possible jusqu'à présent parce que les datas étaient trop partielles, trop éclatées. Mais de plus en plus, comme on l'absorbe en interne, on a cette ambition-là et ces possibilités qui s'ouvrent. Ça veut dire que chez nous, il y a beaucoup de gens aussi qui sont là pour structurer la data, pour la travailler. Et nous, en tant qu'experts CMI, plus anciens, plus généralistes, on travaille en permanence avec eux pour définir ces use cases. Et c'est toujours, en fait, c'est le point auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire que la data, il faut en permanence la challenger, savoir d'où elle vient, ce qu'elle signifie et comment on la décode et se dire que derrière, en fait, ce sur quoi on travaille, c'est de l'humain. Donc en permanence, se dire qu'il peut y avoir des biais dans la data, que de toute façon, une data, par définition, c'est historique. C'est des choses qui ont été
quand on est sur du web listening, c'est des choses qui ont été écrites aujourd'hui, hier, il y a 2 mois, il y a 2 ans, mais en tout cas pas dans le futur. Donc il faut en permanence avoir ça en tête pour se dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on décode le besoin humain qui est derrière et comment on va au-delà. Merci Franck. Valérie, au sein de SEB? Oui, rapidement, parce qu'on est un peu intimidé quand même de parler de data dans cet environnement beaucoup plus qualifié que nous sur le sujet, en tout cas dans ce public d'experts. Malgré tout, on a toujours été des experts de la data. Donc avant les autres, parce qu'on a toujours travaillé avec de la data. Ce qui a changé, c'est le type de data. Et puis surtout, ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus les seuls à la produire. On produit toujours de la data et on va continuer à produire de la data consommateur qui provient de différentes sources, que ce soit des sources traditionnelles ou des sources plus digitales avec le social listening, on en parlait tout à l'heure. Mais la grosse différence, c'est surtout qu'on doit maintenant manipuler toutes les données qui viennent d'autres départements et qui nous arrivent un peu de toutes parts et pour lesquelles il faut maintenant qu'on crée de la gouvernance et qu'on comprenne ce qui peut être utile à notre métier et ce qui finalement est secondaire pour nos enjeux. Et je pense qu'il y a cette vraie phase d'acculturation qu'on a vécue toutes ces dernières années, de transformation de nos départements. Et aujourd'hui, oui, en fonction du niveau de maturité de la data dans les organisations, on a plus ou moins déjà des profils qui sont pointus. Moi, aujourd'hui, on intègre chez SEB, on a intégré des data scientists maintenant sur certains sujets un peu clés qui ne sont pas forcément rattachés aux équipes CMI, qui sont plutôt rattachés encore aux équipes IT ou Business Intelligence. Mais voilà, en tout cas, c'est une transformation qui est en cours et sur lesquelles on a évidemment notre rôle d'expert de la data à jouer. Merci tous les trois. Il y a de nouveaux outils comme l'IA, le chat GPT. Alors, en quoi, effectivement, ça peut impacter le métier? Comment est-ce que vous voyez ça? Franck? Ça peut l'impacter assez fondamentalement, je pense, mais aussi ouvrir beaucoup d'opportunités. J'ai eu la chance d'aller, les 2 derniers jours, il y a une conférence qui s'appelle IAIX à Amsterdam, qui est Insight Innovation Exchange. Donc, c'est que des gens de l'Insight qui sont sur cette conférence. Donc, ChatGPT était vraiment sur toutes les lèvres. Mais il y a un très fort enthousiasme quand même de la communauté par rapport à ce que ça peut apporter. Là encore, il faut en permanence se dire quelles sont les limites, qu'est-ce que ça permet de décoder et qu'est-ce qu'on n'a pas à travers ces outils. Donc l'intelligence artificielle, on a commencé à piloter des choses. ChatGPT, on en parle beaucoup. Je pense qu'on commence tout juste à entrevoir ce que ça peut apporter. Mais j'imagine, comme tout le monde dans la salle, en testant même personnellement l'outil, c'est bluffant. Et du coup, les questions Je crois que tu as fait un test sur un questionnaire, non? Ouais, enfin moi je l'ai utilisé pour dire sur quelle est l'image de telle marque. Ça me donne des choses qui sont quand même assez raffinées. On l'a testé pour dire sur une problématique un peu complexe, quels sont les exemples de questions qu'on pourrait poser. C'est assez bien travaillé. Je pense que il y a beaucoup d'instituts qui ne sont pas à ce niveau de raffinement de l'outil dans les questionnaires proposés. Sur plein de sujets, on se dit que pour faire de la desk research, rassembler des données existantes, croiser des rapports existants, en fait, tout est disponible immédiatement. Mais ça veut dire aussi qu'on a de plus en plus ce rôle de challenger ces outils, de savoir vraiment quelle place leur donner, comment les accompagner en interne pour éviter que tout le monde se fie, parce que c'est très facile, du coup, tout le monde dans l'entreprise l'a fait et tout le monde, je pense, jusqu'à nos top managers peuvent utiliser ChatGPT pour poser des questions. Maintenant, notre rôle, c'est d'accompagner ce mouvement et de toujours revenir à ce qui pour nous est fondamental, c'est-à-dire l'humain derrière cette intelligence artificielle. Alors comment est-ce qu'on voit l'évolution du métier? Comment est-ce que vous le voyez, Valérie? Oui, le métier est en train de se transformer. Au même titre que les autres départements des organisations se sont transformés, ont connu leur évolution digitale. On est également en pleine révolution, en pleine transformation. On attend des équipes Insight qu'elles soient donc au plus près de la data, au plus près du business, qu'elles soient
encore plus contributeur et dans une opérationnalité. Donc on a beaucoup de challenges actuellement. C'est pour ça que les discussions que l'on a dans notre collectif sont extrêmement intéressantes parce que comme vous l'avez vécu ce matin, c'est un peu ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire qu'on échange sur ce que l'un a découvert, ce que l'autre, là où l'autre en est en termes de maturité sur ChatGPT, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des essais, et puis l'IA, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, ça nous permet de progresser ensemble, de réfléchir ensemble, et effectivement l'enjeu du positionnement, de l'évolution de notre métier, de notre rôle dans les organisations est une question qui revient souvent et que l'on a ensemble pour effectivement être au niveau d'impact que l'on attend de nous dans les organisations et des partenaires business et notamment des partenaires du digital et de toutes les équipes du marketing digital qui nous challengent sur un certain nombre de sujets. Voilà. Merci Valérie. Isabelle ? Oui, peut-être pour un peu le mot de la fin et compléter ce que vient de dire Valérie, qui est vraiment complètement le même vécu avec une autre façon de voir les choses. Et particulièrement chez Orange, mais je crois que chez d'autres collègues aussi, on ressent malgré tout le besoin. Alors, je ne vais pas dire une éminence grise, ça fait complètement pompeux, mais je dirais que de tout temps, la personne Insight est un peu l'accompagnateur un peu neutre, qui doit être objectif, c'est pas qui se veut, qui doit être objectif. Et en cela, il y a une valeur qui est reconnue plus ou moins, et selon les managers, dans cette période d'infobésité, tout le monde en parle, hein, c'est affreux, les seniors, les dirigeants sont accablés de données, et même si ça leur permet bien sûr d'avancer dans le business, et il y a des recommandations extrêmement fiables qui sortent de la donnée, il y a quand même beaucoup de sources et parfois des avis un peu contradictoires. Et donc l'intérêt de la position des Insights, qui n'est pas un expert absolu des data, et pour ça ils peuvent travailler, comme on l'a démontré, en collaboration avec le BI, avec les data analystes, mais en posant des questions, je dirais, qui reviennent toujours à l'humain. Et donc c'est en ça qu'on a une vraie valeur pour l'entreprise et dans ce qu'il ne faut absolument pas perdre de vue dans la transformation et ne pas se laisser noyer par tout ce qui est outils et toujours vouloir sélectionner les meilleurs. Il y a bien sûr ça à considérer parce que c'est des vecteurs de progrès incroyables, mais la transformation du métier, c'est toujours de rester avec notre ADN tout en se modernisant. Voilà. Oui. Et puis être les garants de l'intelligence de la donnée, je pense qu'on a notre rôle à jouer sur cet aspect. Oui. Et Franck, peut-être, pour le moment, un mot pour... Non, je pense qu'on est tous d'accord, en fait, là, ici, sur cette scène et dans la communauté, c'est-à-dire que on travaille sur de l'humain. Donc la data, c'est une partie de l'humain, c'est des signaux, de la même façon qu'on pourrait capter d'autres signaux biologiques ou je sais pas. Donc voilà, il faut juste garder en tête que c'est ça, c'est une partie. Et notre rôle, c'est de montrer beaucoup plus. Merci à tous les trois pour ces témoignages et puis pour ces échanges sur la data et ces évolutions du métier. J'ai quelques questions. Alors, quels sont les critères de succès des Insights et comment les avez-vous identifiés? Isabelle. Alors, c'est une très bonne question. Je dirais, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'impact opérationnel des Insights. La réalité est, en ce qui me concerne, puisque déjà je suis une fonction groupe, donc on est un peu moins dans l'opérationnel, et deuxième critère, travaillant sur l'innovation, bien évidemment, on ne va pas voir le résultat tout de suite. Donc ce critère est applicable, je dirais un peu à des dimensions variables. Avant tout, c'est s'assurer que les collaborateurs avec lesquels on travaille s'en servent, que les insights sont bien compris, sont repris et du coup sont exploités et relayés. Voilà, c'est un peu ça le critère en ce qui me concerne. Ça peut aller de façon beaucoup plus opérationnelle dans d'autres départements et dans d'autres circonstances. Je pense qu'il y a d'autres témoignages à cet égard, et en particulier, évidemment, le ROI est quelque chose de capital. Lorsqu'on est dans une fonction plus opérationnelle, c'est avant tout, si on travaille sur un produit, par exemple, quand il est lancé, est-ce que les résultats sont à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, testé et donner des indications? Et tout ce qu'il faut, c'est tout simplement toujours aussi, justement, apprendre de ces mesures et travailler en boucle pour
pour assurer qu'on a des insights qui sont effectivement les plus impactants et successful. Oui. Une question pour Valérie. Quelle méthode, coût d'exploitation de l'information issue de la communauté? Est-ce que tu peux répéter? Quels sont les coûts d'exploitation? Quel est le coût de la communauté, finalement? Ah, le coût. Oui, le coût. Ah bah, c'est pas très cher, en fait. Non, mais c'est vrai. Hein. En fait, il y a un coût, il y a un coût de setup. Il y a un coût. Et je crois qu'il y a les. Bon, je crois qu'il y a les gens d'Alida dans la salle, donc voilà. Ils vont me corriger si je dis une bêtise. Non, il y a des coûts de setup la première année qui sont un petit peu plus élevés parce qu'il y a les coûts de recrutement de la communauté quand on ne fait pas appel à ses propres bases de données internes, mais qu'on veut des coûts de recrutement externes sur une population plus neutre. Donc, il peut y avoir des coûts de setup, de développement de la charte graphique, de développement de la plateforme à votre identité graphique. Mais après, une fois passé cette première année, et encore, hein, on est sur la première année, je ne sais pas si j'ai le droit de... Je sais pas, non, hein, non, je donne une fourchette, ouais. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous, on a fait le calcul. En fait, vous l'avez rentabilisé en 2 études. En fait, c'est voilà, vous avez rentabilisé le coût annuel de la communauté en internalisant deux études quanti. Donc, en fait, c'est quand vous en faites 50, la question très vite se pose plus, en fait. D'accord. Une question sur ChatGPT. Est-ce qu'il y a une sensibilisation des équipes sur la véracité des sources de ChatGPT pour les inviter à recroiser les données sans en faire une confiance aveugle à cet outil? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà ou mis en place, non. On en discute beaucoup. C'est très récent. Hein, donc en interne, tout le monde essaye à la fois teste et en même temps, prend ces précautions-là. Pour essayer d'encadrer. Les instituts d'études avec qui on travaille aussi commencent beaucoup à dire ça. De toute façon, il y a une limite historique. Effectivement, on n'a pas les sources. On sait que sur des questions plus sensibles, il peut y avoir des biais. Donc, on n'a pas encore formalisé ça. Mais ça va venir. Ça va venir. Merci. Bon, je vois qu'il y a si je peux me permettre, c'est un enjeu qui est effectivement beaucoup échangé. On est exactement dans la même posture chez Orange. Tout le monde expérimente, échange. Et il y a beaucoup d'articles aussi qui sont publiés sur les limites, les risques. Et je crois que ça va faire l'objet d'un prochain Insight Hub, hein, sans doute un atelier qui sera dédié à ça pour voir comment est-ce qu'on avance sur le sujet ensemble. Donc voilà, je vois que l'heure est terminée. Je voulais remercier nos participantes pour leurs témoignages. Valérie, Isabelle et Franck, merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Vous avez pu vivre un petit peu ce qu'on fait régulièrement au sein de l'Insight Hub et je voulais vous remercier tous pour votre participation et votre écoute. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.